et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et les plus indispensables des devoirs. Donc, nous devons le dire à la population, qu'elle puisse prendre conscience que son avenir entre ses mains. La contestation existe. Le droit et l'obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance civile, à défaut d'autre recours, est autorisé. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le régime actuel doit être renversé par un régime qui doit respecter les droits fondamentaux. La société, mettre la société civile au niveau de Brazzaville, notre engagement, et nous le répétons régulièrement, est un engagement pacifique qui revendique aussi aux populations de revendiquer quotidiennement, pacifiquement leur bien-être et leur évolution. Nous, à notre niveau, au niveau de Brazzaville, nous le disons régulièrement, c'est un combat de tous les jours. C'est la revendication des peuples à travers le monde qui toujours aspirent à un bien-être. Et ce bien-être vient évidemment toujours des décisions politiques qui parfois vont à l'encontre de leur évolution. Il faut rappeler le côté pacifique de notre combat. Il faut rappeler que cela est fondamentalement important de revendiquer. Mais nous le faisons d'une manière pacifique parce que cela est dans nos gènes. Oui, mais en tout cas, nous revendiquons que le Congo puisse être un État de droit. C'est-à-dire là où il y aura le pluralisme politique, la limitation et la séparation des pouvoirs, l'impartialité de l'État, le respect des droits et libertés individuelles et collectives, l'observation rigoureuse d'une éthique et d'une morale républicaine. C'est ce que nous revendiquons. Il faut qu'il y ait un État de droit au Congo. Non, je crois qu'aujourd'hui, tous les peuples épris de liberté à travers le monde revendiquent cela. Ils l'ont toujours revendiqué. C'est un idéal qui est fondamental pour l'évolution d'une nation et la liberté d'une population. Je crois que c'est tout à fait logique. Hein. Je crois que c'est tout à fait vrai. Et le Congolais ne peut qu'aspirer à ça parce que c'est justement la clé même de leur épanouissement. Et je crois que ce que les générations aujourd'hui n'écrivent pas, les générations de demain auront le devoir de l'écrire. Les vérités de l'histoire apparaîtront tôt ou tard sur des exactions d'un régime ou d'un autre. Ainsi va la vie, ainsi va l'histoire. Si on regarde l'humanité, les pays du monde ont souvent ce secret. Là où ceux qui dirigent ne disent pas la vérité, et un jour d'autres sortent cette vérité. Et espérons simplement que le Congo-Brazzaville comprendra, les dirigeants congolais comprendront l'intérêt qu'ils ont d'abord et avant tout de donner un bien-être aux populations et pas simplement un bien-être familial, parce que nous le dénonçons quotidiennement, que le Congo devient de plus en plus comme c'est un pays où simplement ceux qui ont la tête de l'État ont la liberté de vivre dans l'aisance, mais malheureusement ceux qui croupissent dans la misère, c'est simplement ceux qui sont là au quotidien et qui veulent vivre une vie paisible, mais qui sont embêtés par les décisions au quotidien politiques qui les empêchent de vivre convenablement. En fait, le pouvoir au Congo est entre les mains d'une seule personne. Je ne cesse de le dire. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Apparemment, Sassou, tu vois, il présente le Congo comme étant un pays démocratique parce qu'il a mis en place des institutions qu'il contrôle. Mais le Parlement, il le contrôle. Tu as su bien le dire tout à l'heure. Lorsque vous nommez les députés, vous prenez vos enfants, vous êtes là, toute la famille, madame, monsieur, les enfants. Non, c'est pas croyable. Hein? Et tous ces turiféraires-là, ces griots du pouvoir, ont accès aux médias pour dire n'importe quoi. Et le pouvoir ne tolère aucune critique de son action. Donc le Parlement qui est mis en place, c'est tout juste c'est un faire-valoir. C'est un Parlement godillot. C'est un Parlement justement qui donne l'impression qu'au Congo, il y a une démocratie. La vie démocratique existe, puisqu'il y a des institutions qui ont été mises en place. Mais en fait, ces institutions ne fonctionnent pas d'une façon indépendante, autonome. C'est tout ça que nous devons apporter comme message à l'extérieur.
au Congo-Brazzaville, beaucoup de gens ont compris qu'il y avait un recul systématique dans beaucoup de secteurs. Tous ceux qui voient le Congo depuis de longues années, très bien, regardent très bien. Je suis le président Joe Washington Ebina de la Fondation Ebina. Je viens de Wenze, je suis allé voir, c'est apocalyptique. On dirait une bombe atomique qu'on a déposée à Wenze. Okay? Que le président Rouet prenne ses responsabilités devant l'histoire du Congo. Ça ne s'est jamais vu devant l'histoire du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé? Apocalyptique, c'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est une bombe atomique d'Hiroshima. C'est incroyable. Et vous savez, nous venons d'écouter le ministre de la Défense dire qu'il n'y a pas de mort au Congo. De qui se moque-t-on? Que le président Rouet prenne ses responsabilités, qui démissionne? Ah oui, parce que les Congolais sont trop morts. C'est incroyable. Voilà. Moi j'aime. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. FM 105. Moi j'aime. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Les Africains doivent condamner la gouvernance dynastique qui viole le principe de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dispose que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme pour faire échec à la désinformation. Les entretiens bâton rompu de maître Maurice Massingotiassé. Chers auditeurs, vous écoutez les entretiens bâton rompu de maître Maurice Massingotiassé. Aujourd'hui, Joe Washington Ebina. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme. Allô? Oui, bonjour, bonsoir plutôt, Joe Washington Ebina, le président. Bonsoir, maître. Bonsoir, maître. Ouais, j'espère que je t'ai pas dérangé parce qu'il fait un peu tard là à Brazza. Non, pas du tout. Bon, ça va. Maître Massingotiassé, c'est un plaisir comme toujours de discuter avec toi. C'est un plaisir. Très bien. Bon, mais écoute, la discussion va être publique dans la mesure où nous émettons, donc c'est la Radio Forum qui continue. D'accord. Plus ou moins sous d'autres formes, parce que comme tu sais très bien, tu as été le grand témoin de ce qui s'est passé en 2015. Et lorsque nous avons été dépouillés de notre matériel, on a saccagé la radio. Et il faut toujours le rappeler, parce que nous sommes des grands combattants. Moi, je compte beaucoup sur toi, parce que je sais que tu dois encadrer les jeunes, les plus jeunes, qui sont avec toi aujourd'hui dans ce combat pour faire triompher les droits fondamentaux au Congo. Parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est le respect justement des droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, vous savez bien, il y a les droits civils et politiques, il y a les droits socio-économiques et culturels, et puis il y a le droit au développement, et le droit à la paix, et le droit à l'environnement. Et tout ça, tu es le plus indiqué
par rapport à la fondation, par rapport aux activités que tu coordonnes, parce que nous avions mis en place une plateforme, les Full Day, je ne sais pas à quel niveau vous êtes, mais en tout cas, je voulais t'avoir aujourd'hui pour que tu nous parles de ce qui s'est passé le 4 mars, c'est-à-dire ton témoignage, parce qu'il faut se dire que tu as été victime, tu as été sinistré, dans ce sens que les biens de la fondation Ebina ont été touchés à Wenze, et également pendant un temps tu as été dans le collectif des sinistrés du 4 mars 2012. Alors, je voulais te poser deux questions et puis après, comme c'est à bâton rompu, on peut toujours continuer à discuter. Alors donc, pour moi, la première question, où est-ce qu'on en est avec l'indemnisation des victimes et également des sinistrés? Voilà. Déjà, il faut rappeler qu'on ne le dit jamais assez, hein, le 4 mars est une tragédie humanitaire, sociale, nationale atroce. Il faut rappeler aussi que le 4 mars, malheureusement, a révélé la faiblesse du système de santé au Congo et qui est inexistant. Jusqu'alors, je crois qu'il n'y a pas eu de très grande évolution. Donc c'était vraiment une catastrophe qui malheureusement a créé d'autres catastrophes, parce que le 4 mars, il faut rappeler qu'après le 4 mars, le gouvernement congolais a construit des maisons. Mais à l'heure où je vous parle, à l'heure où cette émission est diffusée, ces maisons sont malheureusement encore vides. Personne n'y habite. On se pose la question de savoir pourquoi. Les pouvoirs publics n'arrivent pas à l'expliquer d'ailleurs. Donc ce sont des appartements vides, des centaines d'appartements, mais totalement vides, personne n'y habite. Donc pour nous, c'est vraiment un mépris total pour les populations, pour les gens du quartier qui avaient tout perdu et qui de cette maison pouvaient au moins avoir un peu l'espoir de revivre. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Maintenant, pour ce qui est de la question des indemnités et tout le reste, mais il faut les indemnisations, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un peu au cas par cas. Le Congo est un pays où la transparence de gestion n'a jamais été bien établie. Donc certaines familles reçoivent des fonds, d'autres en reçoivent partiellement, mais il n'y a pas de grande transparence. Donc je ne peux pas vous donner de réponse bien exacte à ce sujet. Au lendemain de la catastrophe, j'étais encore sur place à Brazzaville. Et exactement, c'était, je crois, le 8. Si c'est pas le 8, c'est le 12. 12 mars. De toute façon, on va mettre cet élément à la portée de tout le monde. Où il y avait le ministre des Finances, Ondongo, Gilbert, et qui avait rassuré la population et notamment les sinistrés pour dire que Mesdames et messieurs, dimanche 4 mars 2012, il y avait eu une réunion du Conseil des ministres. Le jeudi 8 mars 2012, il y avait eu une autre réunion du Conseil des ministres. Les deux réunions avaient porté sur les suites à donner à la tragédie du 4 mars 2012. Plusieurs décisions importantes ont été prises par le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement a régulièrement rendu compte de l'ensemble de ces décisions. L'une d'elles, désignée allocation de soutien aux familles sinistrées, est en application depuis une semaine. Quelques signes d'inquiétude et d'impatience se manifestent ça et là. Le gouvernement en est informé. Je souhaite que nous en parlions ici et maintenant, avec des questions de votre part et des réponses du gouvernement par ma voix.
tel est le propos liminaire que je tenais à vous adresser. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous savons qu'après l'allocation de soutien, il y aura le dédommagement. À ce jour, a-t-on déjà arrêté une méthodologie pour réussir cette opération qui sera de loin la plus coûteuse? Merci. Lorsqu'arrive la tragédie du 4 mars, certains de nos compatriotes étaient dans leur lit. D'autres étaient encore en train de se réveiller lourdement, s'affairant dans leur maison. Vous savez ce qui est arrivé? Ceux d'entre nous qui ont eu la vie sauve sont partis de leur domicile en courant, dans la tenue qui était la leur, au moment où ils étaient partis se coucher la veille. Pour tout dire, certains se sont retrouvés assez éloignés de l'endroit où ils habitaient régulièrement, en pyjama, sans chaussures. Les élèves, les étudiants ont tout perdu de tout ce qui leur est nécessaire pour faire leurs études. Les parents ont tout perdu. On en est même venu à penser que les victimes qui ont eu la vie sauve avaient quasiment perdu la dignité humaine. Ainsi, le gouvernement a estimé qu'il était de son devoir de rétablir un tantinet la dignité humaine perdue. C'est comme ça qu'a été décidé le principe d'allouer une somme forfaitaire de soutien aux familles, j'insiste bien, aux familles sinistrées, c'est-à-dire des familles qui se sont retrouvées du jour au lendemain sans toit, la rue, qui ont été récupérées par la suite dans les sites. À quoi devrait servir À quoi devrait servir cette allocation de soutien? Évidemment, cela s'entend au soutien. Qu'est-ce qu'il y a derrière le soutien? Comme je vous l'ai dit, cette allocation devrait aider à reconstruire la dignité, c'est-à-dire les chefs de famille qui bénéficient de l'allocation devraient faire en sorte que leur famille retrouve le minimum: se vêtir, se chausser. Comme l'allocation est somme toute substantielle, devrait leur permettre d'aller retrouver un toit de location en attendant les relogements promis par l'État. Devrait permettre aux chefs de famille de subvenir aux besoins de la famille dans l'urgence. Voilà ce que ça veut dire l'allocation de soutien aux familles sinistrées, c'est-à-dire des familles sans toit aujourd'hui, j'insiste, des familles sans toit, qui ont perdu les toits du fait de la catastrophe. Quels sont les chiffres? On aurait pu enregistrer de meilleurs chiffres, et j'en appelle à vous pour que cela soit dit avec force, j'insiste. On aurait pu enregistrer de meilleurs chiffres si tous nous avions fait preuve de civisme, si tous nous avions fait preuve d'honnêteté, un peu de morale comme on l'apprenait à l'école primaire, en raison de l'incivisme que nous avons noté, de l'immoralité que nous notons, les opérations sont ralenties. Il ne s'agit sans doute pas de l'incivisme des concernés. Ils n'ont aucun intérêt à être inciviques. Au contraire.
On n'a aucun reproche à leur faire en ce qui concerne la morale. Au contraire, certains d'entre nous ont estimé que c'était l'occasion de se faire une fortune en se comportant en véritable incivique, en ayant réclamé des droits qui ne sont pas les leurs. Et c'est cela qui bloque aujourd'hui l'avancée normale de cette opération. Malgré cela, avec le concours de la force publique, nous essayons de faire avancer l'opération. S'il n'y avait pas ces marques d'incivisme, on aurait ouvert plusieurs sites de paiement et sans doute on serait aujourd'hui à la fin des paiements. Mais comme nous avions noté l'incivisme caractéristique, cela nous a contraints à n'ouvrir que 2 sites de paiement dans des endroits hautement sécurisés, des casernes militaires ou des casernes de la force publique, la base navale et la caserne des sapeurs-pompiers. 2 casernes pour de nombreuses familles sinistrées qui sont en droit d'attendre leur allocation, ça retarde les opérations. Donc pour en venir aux chiffres, monsieur le journaliste, au moment où je vous parle, il y a près de 2000 familles qui ont été servies, à raison de 3 millions par famille, pour un coût donc de 6 milliards. Combien d'argent est disponible pour cette opération? Il y a autant d'argent disponible qu'il y a des ayants droit. S'il y a 10 000 familles, il y a 10 000 familles fois 3 millions disponibles. S'il y a 20 000 familles réellement concernées, il y a 20 000 familles, il y a 20 000 fois 3 millions disponibles. S'il y a 25 000 familles, c'est 25 000 fois 3 millions disponibles. Je puis vous dire, et sans arrogance aucune, que l'État est aujourd'hui en mesure de faire face à son obligation de verser les 3 millions à l'ensemble des personnes concernées, mais rien que des personnes concernées. Pas une de plus qui ne soit concernée ne doit bénéficier de cette allocation. Deuxième question, nous devions faire face au dédommagement. Ici, je ne peux pas m'avancer beaucoup plus. Le gouvernement, à la faveur du Conseil des ministres du 8 mars, a indiqué qu'il va définir prochainement les modalités d'indemnisation. Laissons donc le gouvernement travailler. Sans doute, dans les prochains jours, il indiquera les contours de cette indemnisation. Et nous, au niveau du ministère des Finances, en fonction des choix du gouvernement, nous évaluerons les conséquences financières de cette indemnisation. Serait-il honnête de ma part de dire que les agents de l'État ont travaillé sans commettre de faute? Non. Sans doute, certains agents de l'État ont commis des fautes. Sans doute. Il y aurait des rues fictives. De par la faute de certains chefs de quartier ou chefs de bloc. De commencer par expliquer... Quoi qu'il en soit, soyez rassurés. Rien, mais alors rien de ce qui n'est réel ne sera traité favorablement par le ministère des Finances. Rien. Mais tous les propriétaires, les vrais, sur une liste ou non, à partir du moment où ils sont propriétaires, seront tous, mais je dis tous, traités favorablement par le ministère des Finances. Lorsque nous aurons fini de traiter ceux qui sont sur les listes, le temps viendra, pour des raisons indépendantes de leur volonté, sont sur un lit d'hôpital, sont partis de leur parcelle, sont éloignés de Brazzaville, nous irons à leur rencontre pour leur verser leur allocation méritée. Et j'en ai la preuve. Nous sommes en train maintenant de traiter 2 quartiers importants. Le quartier 54 de l'arrondissement 5 Ouinzé, le quartier 64 de l'arrondissement 6 Talangaï. Je vais vous donner juste une indication qui explique ce que nous appelons au ministère des Finances le contentieux. Je vais être précis et je me donne la liberté de donner des indications précises. Je vais vous donner lecture des choses qui nous donnent à réfléchir, qui m'ont permis de parler d'incivisme. Je vais vous parler du quartier 64 par exemple.
des parcelles dans lesquelles se sont présentés à nous les soi-disant chefs de famille. Nous avons des chiffres du genre dans une famille, dans une parcelle, voulais-je dire, dans une parcelle. La dimension normale ou moyenne ou communément connue de nous tous d'une parcelle, c'est 20 mètres fois 20 mètres, 400 mètres carrés. Dans une parcelle, nous recensons, nous avons vu venir s'identifier à nous plus de 10 familles. Est-ce concevable? Pour que ça ne soit pas simplement de la parole, je vous communique des chiffres en notre possession après l'identification. Des personnes qui sont venues à nous pour se faire connaître comme telles. Le quartier 64. Je vous ai dit que je donnerai des indications précises. Au numéro 3 de la rue Mbama, 20 familles recensées. Numéro 3 de la rue Mbama, j'insiste. Vous aurez la possibilité vous-même, pour nous aider, d'aller regarder qu'il y a dans cet environnement de 20 fois 20, pouvaient habiter 20 familles. Et vous reviendrez pour nous aider à payer les 20 familles si réellement, sur 400 mètres, pouvaient résider 20 familles. Au 53 de l'avenue des Trois Martyrs, toujours dans le quartier 64, 18 familles. Au numéro 1 de la rue Oyo, 16 familles. Au numéro 5 de la rue Bokosongo, 15 familles. Au numéro 10 de la rue Tongo, 12 familles. Pour ce quartier, je n'ai voulu parler que des familles qui se sont fait identifier, dont le nombre serait au-dessus de 10. Et si je m'amuse, aller dans le détail, à partir de 4, 5, 6 familles jusqu'à 20, comme vous l'avez noté, on passerait la journée à parler de ces familles qui, d'après nous, sont fictives. Je voulais aussi de vous obtenir, monsieur le ministre, tout à l'heure, lorsque vous citiez les familles, on se rend compte que c'est flou. Et quel est le sort réservé justement aux chefs de bloc qui ont participé justement à cela? Et la dernière... Le gouvernement avait tout débloqué justement pour venir en aide à tous ces sinistrés et les victimes. Et là, rien ne s'est fait. Et je pense que c'est bien de leur remettre à la face leur propre déclaration. Et on comprend bien pourquoi ce gouvernement qui triche, qui ment et qui viole ses propres textes ne peut pas être crédible aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Parce que là, on recherche des moyens par-ci par-là, mais les moyens, on les a. On a des moyens. Ce n'est pas les moyens qui manquent au Congo. Tu as bien illustré ton propos en disant que voilà, il y a eu des appartements qui ont été construits et malheureusement, ces appartements sont vides. Il n'y a pas que d'ailleurs ces appartements destinés aux sinistrés, mais tous les logements sociaux qu'on a construits dans pratiquement toute la République, certains logements ne sont pas occupés, d'autres sont attribués à leurs parents, aux maîtresses, aux connaissances tout à fait vagues comme ça, et sans pour autant les attribuer à ceux qui ont besoin justement d'être logés décemment. Et nous savons très bien que Sassou a toujours fait des discours dans ce sens. Il y a un discours, logement, bon, et ça c'était au moment d'ailleurs où il avait brigué le deuxième mandat en 2009. C'est en ce moment-là qu'il avait déjà mis le slogan « Il faut des logements salubres, l'eau potable, l'électricité. » Bon, mais tout ça, on n'a jamais vu. Mais nous, ce que nous voulons, justement, c'est la transparence. C'est la transparence, il n'y a pas de transparence. Et tout... Sur la... tout à l'heure, tu as parlé d'un point que tu as évoqué, je crois que c'était sur la vérité, sur les propos tenus qui ne sont pas tenus, mais
justement, je crois qu'au Congo aujourd'hui, il n'y a pas, oui, tu as parlé de la volonté de faire des choses, mais il y a un problème, il faut reconnaître au Congo, il y a un problème de volonté politique. La volonté politique n'existe pas. Je crois que les leaders politiques au Congo, dont le président de la République et son gouvernement, ont toujours tendance à donner des messages élogieux. Mais sur le terrain, la volonté politique se manifeste pas. Donc rien n'est concrètement, il n'y a pas de grands changements. On a l'impression que c'est un statu quo qui est là. Donc pour nous, pour moi, je considère que cette volonté politique n'existe pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de grands changements, il n'y a pas de grand aménagement. La population n'évolue absolument pas. Vous allez voir Brazzaville avec quelques édifices à gauche à droite, mais ces édifices ne profitent rien aux populations. C'est vraiment des monuments, tout simplement. Et donc, cette volonté politique, justement, a tendance à empiéter sur l'évolution de tout le secteur, et même le secteur des sinistrés du 4 mars, qui pour beaucoup ont été logés après Kintélé, mais après Kintélé, c'est vivre à perpète. C'est des longues distances, c'est des transports. Évidemment, quand c'est le problème de Brazzaville, le transport est difficile. Sans parler de l'incapacité du pouvoir du gouvernement de gérer la situation du carburant. Chaque mois, chaque 2 mois, il y a des pénuries de carburant, donc la taxation augmente, les tarifs augmentent. Et donc les populations continuent à subir cette incompétence notoire. Donc c'est une réalité, ce manque de volonté politique est une réalité au Congo, une réalité qui date depuis très longtemps. Oui, bon, mais justement, c'est pour cela que nous, en tant que société civile, nous devons nous battre. Si aujourd'hui, il y a plus ou moins la démission des hommes politiques, c'est-à-dire de l'opposition, parce que l'opposition aujourd'hui, je peux dire, est pratiquement inexistante dès l'instant où on a institutionnalisé une opposition officielle, et puis il y a celle qui a été marginalisée, qui aurait pu effectivement mener ce combat, et à qui on ne donne pas les moyens même de communiquer, de se réunir. Mais il faut aussi rappeler que c'est vrai. Nous pouvons aujourd'hui, en tant que société civile, nous avons un regard très critique sur le milieu politique, sur tout le reste, mais il faut rappeler que l'opposition ne gère pas la République. Donc l'opposition n'est pas comptable de la mauvaise gestion. Il faut plutôt dire que tout homme au Congo qui n'a pas l'électricité, qui n'a pas d'emploi, qui est maltraité, qui est justement traité, est un opposant à sa propre misère. Tout le monde est opposé à sa misère. Et si cette misère est incarnée par une mauvaise gestion des dirigeants, on est tous d'une manière ou d'une autre opposés à un système politique qui nous opprime, qui opprime l'évolution même du Congolais. Donc ce n'est pas seulement l'opposition, c'est aussi tout Congolais qui devrait aussi revendiquer son bien-être, comme certains le font avec les retraités malheureusement qui parfois essaient de se lever pour s'opposer à ça. Malheureusement ils ne sont pas entendus, mais c'est justement l'opposition. Pour moi, je considère aujourd'hui avec le temps, c'est que c'est finalement tous les Congolais qui sont perdus, qui se sentent perdus, qui se sentent délaissés d'un système qui les oublie. Et donc cette opposition politique, c'est vrai, lorsqu'on parle du système politique, l'opposition politique, malheureusement, on n'a pas l'expression libre. C'est vrai qu'il y a une opposition au Congo qui est utilisée un peu comme une quête de résonance, un peu comme des griots d'un système qui est en perdition, mais c'est une réalité. Mais les Congolais doivent aussi prendre leurs responsabilités à revendiquer leur bien-être, parce que c'est un bien-être fondamental. Nos vies dépendent obligatoirement de notre revendication. Et la société civile essaie de faire un travail, mais vous savez très bien, et tu le sais très bien, cela n'est pas suffisant. Le combat que nous menons, malheureusement, est un combat qui nous n'arrêterons pas jusqu'au dernier jour, c'est clair. Nous avons engagé nos vies à un bien-être de nos populations, mais malheureusement, il faut aussi que les populations comprennent que leur vie en dépend, leur survie, leur bien-être. S'ils veulent avoir de l'emploi, il faut pousser le gouvernement à créer des usines. Il faut pousser les dirigeants publics à avoir un peu plus de considération sur la gestion nationale, sur l'emploi. Sur ce fameux problème d'incompétence que j'ai créé, incompétence nationale, où on nous dit qu'il n'y a pas de passeport parce qu'il n'y a pas de carton, mais c'est incompréhensible. Comment peut-on ne pas avoir honte de dire à une population qu'il n'y a pas de carton pour faire des passeports? Vous voyez à quel point nous sommes arrivés, à un point où même aujourd'hui, le ridicule vraiment ne tue absolument pas, ne gêne personne. Et les populations disent quoi? Tous ces jeunes qui reçoivent des visas
parce qu'ils veulent sortir du Congo, évidemment. Le Congo est un pays où tout le monde veut partir, mais il y a des jeunes qui légalement reçoivent des autorisations, des visas pour sortir, mais simplement parce qu'ils n'ont pas de passeport, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. C'est aberrant. Mais c'est l'expression d'un système, malheureusement, qui ne marche plus. Oui, mais ça dit que, bon, mais c'est là où, justement, l'importance de genre d'entretien que nous avons, c'est pour sensibiliser l'opinion publique. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne sont pratiquement plus concernés par la chose publique, alors c'est cette chose publique qui devait les intéresser au plus haut niveau. Parce que la politique intéresse tous les citoyens. Et lorsqu'il s'agit des votes, on les sollicite. Mais quand il s'agit de régler leurs problèmes, non, il y a un vide. Et c'est là où ils devaient peser. Ils devaient manifester, ils devaient... Oui, cette lecture est totalement vraie. Vous savez, maître, tu le sais très bien, les Congolais ont l'impression, lorsqu'ils évoquent des problèmes politiques, qu'ils n'ont pas le droit. Et on leur fait comprendre que la politique ne doit pas être, si vous voulez, ça doit être un domaine réservé à certains. Et on a l'impression que les Congolais souvent se refusent de parler de la réalité, de leur réalité, de l'incompétence de ceux qui ont la gestion publique. C'est une incompétence de ne pas arranger les routes, de ne pas d'être producteur de pétrole, de ne pas avoir le carburant, c'est une incompétence notoire, c'est une réalité qui doit être dénoncée au quotidien. On ne peut pas continuer à vivre dans autant de misère avec une incompétence à la gestion publique. Mais c'est pas normal. Et pourtant, ce bien-être-là devait profiter à nous tous, aussi bien pour les dirigeants que le peuple et tout le reste. Mais on comprend pas comment certains pensent que lorsqu'ils n'ont pas de carburant, lorsqu'ils bloquent, ils n'arrivent pas à gérer le stock de carburant, parce qu'il faut se dire la vérité. Il y a un problème au niveau du Congo. L'économie qui tourne autour de la gestion du pétrole est une économie malheureusement qui boite depuis de longues années. Oui, bien sûr. Les transporteurs de Brazzaville peuvent très bien le dire à longueur de journée. Aujourd'hui, certains n'en parlent même plus. Ça devient comme une routine normale. Il n'y a pas d'électricité, c'est normal. Il n'y a pas de carburant, ça devient normal. Voilà. Et c'est ce problème-là, justement, cette accoutumance à cette bêtise, à accepter ce qui n'est pas normal, où on ne revendique plus rien. Oui, mais justement, ça dit que le problème, c'est qu'on a tellement apeuré la population, celle-ci ne peut pas se rebeller ou se révolter en dehors d'une élite à la tête, c'est-à-dire en dehors des leaders. Moi, c'est ce qu'on parlait avec Paulin Makaya. Il y a des gens qui sont opposants, mais qui n'ont pas des troupes. Mais le problème, c'est pas d'avoir la troupe, c'est d'avoir le courage de sortir, de dire certaines choses, et la population suivra. Et là, d'ailleurs, nous lançons également cet appel à la force publique, parce qu'aujourd'hui, la force publique n'a pas l'esprit républicain. Il n'a pas l'esprit républicain. Elle aurait pu se délier objectivement de toute collision avec un régime qui écrase ses propres populations. En allant sur ce point, je pense que tout Congolais dans son domaine a un devoir de revendication sur son bien-être. Oui, bien sûr. Ils ont un devoir dans tous les secteurs de la République. Chacun devrait toujours être obligé de revendiquer son bien-être. C'est vrai que nous voyons la réalité qui est désastreuse. Et on n'a même pas besoin de le dire. Le constat est bel et bien là. Lorsque vous rentrez sur l'avenue après le centre culturel français, l'Institut français, lorsque vous rentrez sur l'avenue pour vous diriger vers le pont du Djoué, tellement qu'il n'y a pas d'emploi au Congo que tout le monde est devenu vendeur de friperies et tout le reste. Vous voyez, ça montre à quel point le pays est en perdition dans son manque d'emploi. Donc si on pointe bien les choses, si on met le doigt sur les choses, nous constatons très bien que beaucoup de secteurs de la République sont à l'abandon. Vous entendez parler de ces jeunes qui sont à Cuba, qui sont en train dans la souffrance. Donc parfois on se pose simplement la question de savoir, mais qu'arrive-t-il au Congo? Pourquoi autant de démissions? En fin de compte, on peut bien parler de
leadership ou bien de certaines personnes aussi bien qui peuvent revendiquer leur bien-être, mais ce bien-être-là doit aussi, nous devons pousser aussi d'une manière ou d'une autre la communauté nationale internationale à comprendre que notre survie en dépend. C'est tout à fait naturel de faire une revendication pacifique sur une situation nationale qui nous préoccupe. C'est tout à fait logique. Il n'y a rien de, ce n'est que le bon sens. On ne peut pas simplement être là à être spectateur de notre propre déclin. Nous sommes aujourd'hui spectateurs d'une situation où nous voyons que le Congo va en perdition et il n'y a rien qui n'avance et les gens sont en train de regarder, se poser la question de savoir mais qu'est-ce qui se passe. Mais non, on sait déjà ce qui se passe. Il se passe aujourd'hui qu'une classe dirigeante n'arrive pas à trouver les vraies solutions, n'arrive pas à faire les bonnes réformes pour que le Congolais vive mieux. Et c'est pour ça que tout le temps nous revenons à les mêmes problèmes. Toujours problèmes de transport, de logement, de carburant, d'emploi, les mêmes problèmes qui se posaient il y a 30 ans. Il y a 30 ans, 40 ans, le Congolais avait toujours les mêmes problèmes. Et là, il s'est rajouté d'autres problèmes. Mais le Congolais avait les mêmes problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois cette jeunesse qui se pose la question de savoir, mais qu'est-il devenu à cette vision de l'Afrique où les dirigeants africains voulaient faire avancer leur pays? Mais ce n'est plus là les pionniers de l'indépendance et tout le reste. On en parle beaucoup chaque année, on dépense des milliards à faire la fête nationale, mais cette fête nationale célèbre quoi à la fin? Célèbre quoi? Que célébrons-nous? Sommes-nous indépendants sur quel point? Politique. Mais à la fin, quelle est vraiment notre indépendance si nous dépendons totalement de tout ce qui viendrait de l'extérieur? Donc c'est vraiment très aberrant de voir le Congo qui pour certains avance ainsi, mais vous savez, pour nous, il n'avance pas. Le Congo mondial, le Congo plutôt recule. On est toujours placé parmi les derniers en ce qui concerne tout. Hein. Dans les droits humains, nous sommes les derniers. Dans le développement, nous sommes les derniers. Dans les violations des droits de l'homme, nous sommes les derniers. Dans le manque de démocratie, nous sommes parmi les derniers. Et je ne comprends pas comment cela peut plaire à tout être humain qui aspire à faire évoluer un peu. Voilà un peu mettre sur ce point. Oui, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, il faut rétablir la paix civile au Congo. Il faut reconstruire l'unité nationale au Congo. Il faut restaurer la démocratie. Il faut donc relancer la machine économique et redonner... C'est ça. Donc tout ça... Nous considérons qu'on ne peut pas restaurer cette paix sans libérer ceux qui sont pour nous injustement. Voilà, mais justement, c'est-à-dire, mais justement... Et l'arrivée des membres de la diaspora qui voudraient revenir au Congo tout librement, on ne peut pas parler de démocratie au Congo. Je ne pense pas que cela est conforme et je ne pense pas qu'on pourra même arriver à une paix intérieure tant que cela n'est pas regardé. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est pour te dire que tout ne va pas. Il faut d'abord rassurer, respecter justement ces droits civils et politiques. Mais ces droits civils et politiques, c'est quoi? Qu'il n'y ait pas de détenus politiques, qu'il n'y ait pas, comme tu as su bien le dire, le général Mokoko en prison, Okombi Salissa en prison, et d'autres. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question concernant cette Chancel-Vie qui est incarcérée. Quelle est sa situation? Parce qu'il faudrait qu'on ait quand même suffisamment d'éléments sur cette jeune étudiante qui est incarcérée voici bientôt 2 ans. Oui, mais la situation de Chancelier Mulumba n'avance guère. Malgré le fait que nous déplaçons régulièrement pour aller vers le parquet, nous rencontrons les responsables au niveau là-bas, ils nous faisant comprendre cette injustice. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a malheureusement pas d'évolution. Nous considérons pour nous ça devient un acharnement envers cette personne-là, parce qu'il y a des personnes dans son dossier qui ont obtenu une liberté provisoire. Et pourquoi elle ne l'obtient pas? On a l'impression simplement, c'est parce que comme il y a eu peut-être une visibilité médiatique en son sujet, le parquet de Brazzaville voudrait peut-être trouver des raisons, mais pour nous, c'est une détention totalement arbitraire. Près de 2 ans de détention, mais que rien ne nous l'explique. Et donc aujourd'hui, c'est toujours un statu quo. C'est un statu quo à son sujet, et nous évidemment, nous n'arrêterons pas d'évoquer ce sujet-là, mais c'est une aberration de fustiger ou et finalement de bloquer la vie d'une jeune étudiante qui n'aspire qu'à faire ses études et à faire avancer sa vie. Vous, au niveau de la société civile à Brazzaville, quel est son dossier? Parce que nous, on l'a pas. Là, il y aura bientôt dans une quinzaine de jours une nouvelle session du Conseil des droits de l'homme. Donc, il y a la session. On aimerait mieux
présenter ce dossier justement dans le cas des détentions abusives. Parce que... Oui, évidemment. Étant dans une émission où nous n'avons peut-être pas trop le temps, moi je vous mettrai en contact direct avec son avocat, parce qu'elle a un avocat qui suit très bien le dossier, dont nous avons le contact. Et donc je demanderai à ce que ce contact soit établi pour que vous ayez un dossier complet de la situation. Oui. Et ça vous permettra, et toi maître étant outil de la matière, savoir que c'est une détention totalement arbitraire qui est injustifiée. Oui, parce que tu sais, tu vas dans le site du forum, on a expliqué dans www.frtdh.org, pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'il y a un cas de violation des droits de l'homme, les gens peuvent écrire directement en dehors justement des ONG, au moins pour informer qu'il y a telle situation, il y a un rapporteur spécial sur les détentions arbitraires. Il peut s'en saisir. Et ça, c'est important. Parce que lorsque nous cachons la réalité des violations des droits de l'homme au Congo, alors nous-mêmes, nous nous mettons en cause. C'est ça le problème. Il faudrait... il faut dénoncer chaque fois. Lorsqu'il y a une situation, lorsque vous occultez la situation, c'est la pression qui fait sortir un cas de violation des droits de l'homme à la lumière, en fait. Parce que le pouvoir s'arrange pour cacher ces cas de violation des droits de l'homme. Donc on les met dans l'ombre. Mais il faut les sortir dans la lumière pour que les autres puissent comprendre que non, il y a des violations des droits de l'homme au Congo. Vaut mieux qu'on s'intéresse à ça. Quand vous voyez un chef qui se promène par-ci par-là, qui se déclare modérateur ou médiateur dans telle situation, telle affaire, alors que chez lui, il y a des prisonniers politiques, il y a des détentions arbitraires, c'est malheureux. Donc, il faudrait qu'on se focalise justement dans cette situation où il faut dénoncer, continuer à dénoncer. Et c'est ça. Si on s'acharne sur la population, parce qu'aujourd'hui il y a un acharnement sur cette population qui a été réduite à l'extrême pauvreté. Il y a cet acharnement aux étudiants qui n'évoluent pas dans les bonnes conditions, alors que il y a une vingtaine d'années, nous étions tous bien. Que les étudiants étaient boursiers lorsqu'il avait son bac, et effectivement, il poursuivait ses études sans problème. Et lorsqu'il terminait ses études, il était employé, il pouvait avoir du boulot. Aujourd'hui, c'est malheureux quand tu vois par exemple quelqu'un qui a sa licence, qui commence à vendre du bois ou je sais pas quoi, c'est très malheureux. C'est justement ce manque d'objectif, c'est-à-dire ce manque d'objectif. Pour les populations, je pense que lorsqu'on regarde les politiques, l'idée ça aurait été d'avoir des objectifs à long terme, de dire par exemple, dans le fameux slogan que nous avons entendu pendant de longues années, l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, qu'on n'a jamais eu. Mais c'est les slogans qui sont finalement respectés, mais ces slogans ne sont pas respectés. Il n'y a pas d'objectif à atteindre, et donc on vit dans l'illusion. C'est une illusion. Le message politique est un message d'illusion, puisqu'il n'y a pas de débouché. Les fameux jeunes aujourd'hui, tous veulent sortir du Congo, ils veulent tous partir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons analysé que ça devient comme un refus volontaire de ne pas qu'il y ait de passeport, parce qu'on ne peut pas comprendre comment aujourd'hui un État ne puisse pas être capable d'élaborer du papier, parce que le passeport c'est des cartons, c'est du papier. Et rien n'empêcherait la connaissance congolaise de fabriquer ses propres passeports sur place. Non, mais de toute façon, moi je ne crois pas à cette stratégie, ou soit au fait qu'il n'y ait pas de carton. Non, les cartons existent. C'est à la tête du client. Il y a des gens qui sortent tous les jours. Le message qui est donné aux populations, aux jeunes, aux étudiants, à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas assez de carton. C'est le message qu'ils trouvent. Oui, mais ce message, c'est comme dans tous les mensonges. Les entretiens de Maître Massengo Thiassé. Comme tu as su bien le dire tout à l'heure, on a parlé de l'autosuffisance alimentaire. C'est pareil pour la santé. La santé accessible à tous. Mais il n'y a jamais eu la santé accessible à tous. Aujourd'hui, mon frère et ami, le professeur Raoul Thierry-Ngombe, qui est là, mais je pense qu'on ne lui a pas donné les moyens de faire un travail correct au CHU. Parce que quand vous n'avez pas l'eau potable, vous n'avez pas l'électricité,
vous n'avez pas de bons plateaux techniques, bon, qu'est-ce que vous pouvez donner comme rendement? C'est ça justement, on ridiculise les cadres, on les ridiculise. Le constat est que la situation sanitaire, par exemple, du Congo, s'est considérablement dégradée. Depuis que ça soit là, la situation s'est beaucoup dégradée. Bon, on va dire que oui, il y a eu la guerre, mais pendant la guerre, les hôpitaux n'ont pas été touchés. C'est ça le problème. Mais le dictateur Sassou n'a amélioré aucune condition, même sur le problème du travail, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Donc il faut le dire ouvertement, on n'a pas peur de le dire. Lorsqu'on se battait sur place en 2014-2015, on disait déjà qu'il y a une dictature, et on le sait. Donc aujourd'hui, on est loin du compte. Le démagogue Sassou avait toujours peint la démocratie sous l'Issouba, par exemple, comme celle d'un contre-exemple. Un népotisme triomphant, des fonctionnaires mal payés, des milices qui font la loi dans la rue, les dirigeants qui confondent leur intérêt propre avec les caisses de la nation, les médias d'État soumis à la censure, une presse indépendante bâillonnée. Bon, tout ça, il le disait. Donc, il a même... Aujourd'hui, nous sommes là en présence d'un ethnocentrisme dévastateur, servant donc le clientélisme outrancier du clan Sassou et du clan Doyo. Et c'est ça justement qui pose problème. Aujourd'hui même, la force publique est incapable d'être là pour, pas l'arbitre, comme disait Moussa Bakali, mais de faire le contre-pouvoir, de dire non, arrêtons ces dérives. Ah oui. Non, mais nous avons analysé au niveau de la société civile, nous avons fait une réflexion en ce qui concerne justement l'entrant politique des fils du président, enfants de la famille présidentielle, enfants de ministres et tout le monde. Pour nous, en tant que société civile, nous n'avons rien trouvé au premier point que les Congolais qui sont enfants de ministres, enfants de présidents peuvent être candidats. Mais nous, le problème se pose sur la crédibilité de ce genre de pratique. Lorsqu'on laisse les membres de famille rentrer dans la politique, lorsque vous êtes en fonction et que ces membres de famille doivent aussi attendre le résultat des élections, pour nous, ça pose problème sur la crédibilité même des élections. Parce qu'une population se poserait la question de savoir mais comment peut-on favoriser ses propres enfants ou ses propres familles, aussi bien les enfants de ministres et tout le reste. Donc pour nous, ça pose un problème aussi de crédibilité de ces élections-là. Voilà pourquoi nous avons déclaré que ces élections n'avaient été vraiment une élection qui a entaché même l'image, déjà entachée, d'une démocratie du pays, oui, bien sûr. Mais justement, c'est le message que nous devons porter à la communauté internationale. Aujourd'hui, Sassou s'apprête à aller au sommet Amérique-Afrique, mais pour aller dire quoi? Pour aller représenter quoi? C'est pour les démocraties. Mais le Congo n'est pas une démocratie. Et ça, nous devons même mener cette campagne pour qu'il ne puisse pas être autorisé à rentrer aux États-Unis. Parce que ça, c'est important. Il faut le dire correctement. Nous n'allons pas continuer à nous taire quand il y a de telles situations. Parce que ça soit en renard, il nous avait séduit en 1994. Mais là, aujourd'hui, avec l'hégémonisme régional et tribal, ben, il a enfoncé le pays. Donc, nous devons faire de telle sorte que la société civile ne soit plus bâillonnée, qu'elle puisse résister par tous les moyens. C'est pour ça que nous avons cette tribune. Nous pouvons nous exprimer à l'étranger. On n'a pas besoin d'être sur place pour nous faire entendre. Ceux qui sont à l'extérieur doivent avoir un langage cohérent qui doit convaincre ceux qui sont justement à l'extérieur. Parce que ceux qui sont à l'intérieur aujourd'hui, ils souffrent. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils comptent sur ceux qui peuvent porter leur voix plus haut. C'est ça. Oui. Maître, vous m'entendez? Oui, je t'entends très bien. Non, je pense que c'est tout à fait normal et autorisé de revendiquer le bien-être national. Et donc pour nous, c'est tout à fait normal de mener ce combat pour rappeler les besoins de respecter les textes qui régissent la République, les textes de démocratie qui devraient régir la République, les textes surtout de droit qui demandent à ce que tout citoyen soit traité
pareil, comme on le dirait en des mots simples. Bon, nous continuerons à nous battre, à regarder simplement un Congo qui est meurtri par une mauvaise gestion dans beaucoup de secteurs. Et chaque point et chaque secteur, chaque injustice, nous dénoncerons chaque injustice et tous les points qui pour nous ne sont pas conformes à l'évolution de tout Congolais. Hein. Et donc c'est tout à fait normal et légitime. Malheureusement, les médias au Congo ont, si vous voulez, ce problème de ne pas donner toujours la liberté aux personnes qui subissent. C'est-à-dire que donner la liberté aux retraités de parler, aux jeunes étudiants de parler, à tous ceux qui sont dans le désarroi, de s'exprimer. Parce que dans le fond, nous n'inventons pas la réalité au Congo. La réalité elle-même est désastreuse. La réalité elle-même est là. Donc nous n'avons pas fort besoin de rien dire, mais simplement de constater qu'il y a des problèmes et les gens doivent dire ce qu'ils pensent et chercher à évidemment pousser les pouvoirs publics à changer leur manière de gérer la République. Mais moi je vais rebondir sur un point important d'ailleurs en ce qui concerne la résistance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un régime oppressif. Nous sommes dans un régime qui opprime. Mais il est dit justement dans le 3e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que ce texte est inclus dans notre Constitution ou dans les textes officiels. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son 3e considérant qui parle justement de la résistance. C'est la résistance à l'oppression qui, en cas d'insuffisance de recours organisé, constitue la garantie suprême des droits de l'homme. Or, aujourd'hui, les recours organisés, c'est quoi? C'est cette contestation que vous faites pour revendiquer vos droits, que ce soit les étudiants ou les élèves, que ce soit les travailleurs ou les retraités, que ce soit aujourd'hui la population, les conditions d'existence, l'eau potable qui manque, l'électricité qui manque, les soins primaires qui manquent aussi. Parce que tout ça, c'est mentionné quand même dans les textes fondamentaux. Et ça, les gens oublient. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. C'est ça. Nous devons donc dire aux gens que la désobéissance civile, elle est autorisée. Même si on l'a enlevée dans le texte, mais en fait, cette désobéissance existe dans le texte, puisque notre constitution ou les textes fondamentaux du pays reconnaissent la portée de la Déclaration universelle de l'homme. Donc c'est inclus dans la Déclaration universelle de l'homme. C'est le travail que nous devons faire. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et les plus indispensables des devoirs. Donc nous devons le dire à la population, qu'elle puisse prendre conscience qu'elle a son avenir entre ses mains. La contestation existe. Le droit et l'obligation de tout citoyen de résister par la désobéissance civile, à défaut d'autre recours, est autorisé. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le régime actuel doit être renversé par un régime qui doit respecter les droits fondamentaux. Et oui, parce qu'aujourd'hui le pouvoir s'exerce. Mettre la société civile au niveau de Brazzaville, notre engagement, et nous le répétons régulièrement, est un engagement pacifique qui revendique aussi aux populations de revendiquer quotidiennement, pacifiquement leur bien-être et leur évolution. Nous, à notre niveau, au niveau de Brazzaville, nous le disons régulièrement, c'est un combat de tous les jours. C'est la revendication des peuples à travers le monde qui toujours aspirent à un bien-être. Et ce bien-être vient évidemment toujours des décisions politiques qui parfois vont à l'encontre de leur évolution. Il faut rappeler le côté pacifique de notre combat. Il faut rappeler que cela est fondamentalement important de revendiquer. Mais nous le faisons d'une manière pacifique parce que cela est dans nos gènes. Oui, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, même cette disposition de la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est en même temps pacifique et en même temps violente. Parce que vous ne pouvez pas résister sans également faire des actions pour contraindre un pouvoir à ce qu'il respecte ses devoirs.
Parce qu'un État a des devoirs vis-à-vis des citoyens, comme le citoyen a également des devoirs vis-à-vis de son État. Mais l'État congolais n'existe plus. Aujourd'hui, quand tu vois le premier principe constitutionnel au pays est violé, il s'agit d'un Congo qui est maintenant divisé. Quand vous voyez le Congo d'Oyo et le Congo, le reste du Congo, c'est ça le problème. Ce n'est pas un secret pour les Congolais. Aujourd'hui, Sassou reste le dernier des staliniens avec un, soi-disant, un léger manteau de démocrate. C'est triste à dire, mais c'est ça le véritable problème. Il faut avoir le courage de le lui dire en face. Parce qu'il ne va pas prétendre que c'est un démocrate. Et ça, nous le disons haut et fort, partout. On ne peut pas continuer comme ça avec un régime qui pratique l'apartheid. Au Congo, il y a l'apartheid. L'apartheid, c'est-à-dire que c'est la politique de développement séparée. Et nous le voyons. Ce n'est pas tous les Congolais qui souffrent. Il y a une classe qui est là, justement, qui domine les autres. Ce n'est pas parce qu'on dit l'apartheid, oui, c'était le régime de l'Afrique du Sud, mais en fait, c'était le développement séparé, c'est pareil. Ça a été défini comme ça. Tous les textes internationaux le disent. L'apartheid, c'est la politique de développement séparé. Donc, il peut avoir l'apartheid dans n'importe quel pays, comme d'ailleurs les Palestiniens qui revendiquent, qui dénoncent Israël d'un état d'apartheid par rapport justement à la discrimination qu'ils font vis-à-vis des Arabes et tout. Donc, vous comprenez, nous, il y a eu une discrimination. Maître, tu le sais très bien, nous avons au Congo-Brazzaville notre forme d'apartheid aussi. Mais voilà. Cette forme d'apartheid où il y a aussi une manière d'écarter certaines personnes qui ne partagent pas les mêmes idées, qui ne sont pas de la même région, qui sont pas... C'est une visibilité au Congo, nous le constatons. C'est justement le combat que nous menons pour que tout Congolais soit traité par rapport à la méritocratie et pas de parotocratie, comme dit un sociologue congolais, un politologue congolais bien connu de la place. Et donc, c'est un combat. Non, mais c'est bien. En tout cas, nous devons multiplier ce genre de contacts parce qu'au moins, nous qui sommes à l'extérieur, on est perchés. Hein, comme disait quelqu'un, lorsqu'on est dans le Mbongi du Congo, à l'intérieur, vous ne pouvez pas vous faire entendre, mais vous sortez, vous trouvez, vous êtes sur une montagne perchée et vous commencez à crier. Au moins ceux qui sont restés, qui sont en bas, vont vous écouter, vont vous entendre. Et c'est ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, c'est dommage que Sassou n'arrive pas à appliquer ne fût-ce que ses propres textes. Ne fût-ce que ses propres textes. Parce que le malheur du pays vient de Sassou Nguesso. Aujourd'hui, le bilan est trop lourd. Les gens qui meurent aujourd'hui, non, c'est pas croyable. Toi, tu es bien placé, et tu es sollicité, parfois même pour ne fût-ce qu'une petite ordonnance de 5 000, 4 000, tout ça, les gens viennent te voir comme si tu pouvais régler ce problème, alors qu'il y a suffisamment d'argent. Le Congo n'a pas besoin d'aide, n'a pas besoin de ces aides-là, et nous le disons. Qu'on nous favorise une véritable démocratie, qu'on sorte d'abord tous ces leaders qui sont en prison et que tous ceux qui sont à l'étranger, comme tu as su bien le dire, rentrent dans le pays. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, bon, Dieu soit loué que Paulin Makaya ait pu sortir, peut-être pas en bonne santé, mais qu'il puisse sortir vivant du Congo, il faut le dire. Parce que, tu as vu, on a regretté la mort de Hervé Ambroise Malonga. Et c'était prévisible, tu le sais très bien. On avait tenté quand même à ce qu'il sorte, malheureusement, on l'a comprimé au pays. Et ça, c'est pas normal. Hein? Même le fils que pour faire sortir les gens, c'est pas normal. Comment une société comme ça peut être pratiquement sclérosée comme ça? Non. En tout cas, tu m'as donné là certaines informations sur les victimes du 4 mars qui n'ont pas été indemnisées et qui n'ont pas été également relogées. Et nous savons très bien que c'est une politique démagogique. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu une commission d'enquête correcte, malgré le procès. Et nous continuons justement à évoquer cette situation, comme nous expliquons aussi à la population, ou plutôt à nos auditrices et auditeurs, que voilà l'état du Congo. Et je pense que tu as dû prendre connaissance au livre que j'avais publié, l'autopsie d'un État totalitaire, où on évoque toutes les situations.
Mais en tout cas, nous revendiquons que le Congo puisse être un État de droit, c'est-à-dire là où il y aura le pluralisme politique, la limitation et la séparation des pouvoirs, l'impartialité de l'État, le respect des droits et libertés individuelles et collectives, l'observation rigoureuse d'une éthique et d'une morale républicaine. C'est ce que nous revendiquons. Il faut qu'il y ait un État de droit au Congo. Non, je crois qu'aujourd'hui, tous les peuples épris de liberté à travers le monde revendiquent cela. Ils l'ont toujours revendiqué. C'est un idéal qui est fondamental pour l'évolution d'une nation et la liberté d'une population. Je crois que c'est tout à fait logique. Hein. Je crois que c'est tout à fait vrai. Et le Congolais ne peut qu'aspirer à ça, parce que c'est justement la clé même de leur épanouissement. Et je crois que ce que les générations aujourd'hui n'écrivent pas, les générations de demain auront le devoir de l'écrire. Les vérités de l'histoire apparaîtront tôt ou tard sur des exactions d'un régime ou d'un autre. Ainsi va la vie, ainsi va l'histoire. Si on regarde l'humanité, les pays du monde ont souvent ce secret. Là où ceux qui dirigent ne disent pas la vérité, et un jour d'autres sortent cette vérité. Et espérons simplement que le Congo-Brazzaville comprendra, les dirigeants congolais comprendront l'intérêt qu'ils ont d'abord et avant tout de donner un bien-être aux populations et pas simplement un bien-être familial, parce que nous le dénonçons quotidiennement, que le Congo devient de plus en plus comme c'est un pays où simplement ceux qui ont la tête de l'État ont la liberté de vivre dans l'aisance, mais malheureusement ceux qui croupissent dans la misère, c'est simplement ceux qui sont là au quotidien et qui veulent vivre une vie paisible, mais qui sont embêtés par les décisions au quotidien politiques qui les empêchent de vivre convenablement. Voilà. Oui, mais c'est ça. Mais nous devons exiger toujours, nous devons nous battre pour qu'il y ait cette liberté d'expression politique surtout. Parce que l'expression politique, elle est restreinte par le pouvoir de Sassou. Bon, parce qu'aujourd'hui aussi, il n'y a plus des syndicats qui peuvent défendre les droits des travailleurs. Même les étudiants, ils forment un mouvement, mais ils sont reprimés. Et c'est ça, parce qu'aujourd'hui, nous disons aussi à ces magistrats que demain, ils répondront. Parce que ce n'est pas normal. Et c'est confondu. Mais en fait, le pouvoir au Congo est entre les mains d'une seule personne. Je ne cesse de le dire. Il n'y a pas de démocratie au Congo. Apparemment, Sassou, tu vois, il présente le Congo comme étant un pays démocratique parce qu'il a mis en place des institutions qu'il contrôle. Mais le Parlement, il le contrôle. Tu as su bien le dire tout à l'heure. Lorsque vous nommez les députés, vous prenez vos enfants, vous êtes là, toute la famille, madame, monsieur, les enfants. Bon, c'est pas croyable. Hein? Vous êtes là, c'est un clan qui est là. Hein? Et tous ces turiféraires-là, ces griots du pouvoir, ont accès aux médias pour dire n'importe quoi. Et le pouvoir ne tolère aucune critique de son action. Donc le Parlement qui est mis en place, c'est un faire-valoir. C'est un Parlement godillot. C'est un Parlement justement qui donne l'impression qu'au Congo, il y a une démocratie. La vie démocratique existe, puisqu'il y a des institutions qui ont été mises en place. Mais en fait, ces institutions ne fonctionnent pas d'une façon indépendante, autonome. C'est tout ça que nous devons apporter comme message à l'extérieur. Au Congo-Brazzaville, beaucoup de gens ont compris qu'il y avait un recul systématique dans beaucoup de secteurs. Tous ceux qui voient le Congo depuis de longues années regardent très bien la chronologie de l'historique, de l'histoire du Congo, conférence nationale, guerre civile et tout le reste. Mais c'est aujourd'hui, on est simplement en 2022, il n'y a aucune leçon qui a été retenue. Nous sommes simplement repartis à un pays où malheureusement les débats continuent et aucune évolution systématique.
jeunesse en perdition, travailleurs en perdition. Voilà, c'est une réalité que nous constatons, mais cette réalité, nous ne l'acceptons pas et nous nous battrons toujours simplement pour faire comprendre que même ceux qui dirigent ne comprennent pas qu'eux-mêmes sont la cause de leur propre déclin. Voilà. Parce que lorsque vous dirigez de la porte, vous annoncez vous-même votre propre chute parce que vous n'êtes pas dans la méritocratie, vous êtes dans l'injustice, mais cette façon de faire ne pourra que se retourner contre vous un jour. Et ça, malheureusement, les dirigeants publics ne le comprennent pas. Ils le comprennent un jour par rapport à la force de l'histoire. Certains dirigeants à travers le monde et l'Afrique l'ont compris. Parce que lorsqu'ils sont à la gestion, ils sont d'une manière tellement assis à un but de leur personne que parfois ils ne comprennent pas que leurs erreurs viennent justement de leur gestion. Parce que lorsque le pouvoir est libre, ça donne, si vous voulez, un avenir meilleur. Lorsque le pouvoir est opprimé de la sorte, mais ça ne peut qu'annoncer des jours difficiles. On peut le tenir pendant longtemps, pendant des années en cage, mais un jour la liberté de ce peuple arrivera. Et il arrivera simplement parce que vous avez eu à faire des erreurs en ce qui concerne votre gestion. Quand je dis erreur, c'est un mot faible, mais si vous avez eu à prendre des décisions en pensant que c'était une manière pour vous de maintenir vos pouvoirs, au fond, c'est de le tuer. Parce que lorsque nous constatons qu'au Congo, les politiques mettent leurs enfants, ils n'annoncent pas un avenir, ils détruisent simplement le pouvoir. Parce que bien sûr, ça crée l'injustice, ça crée des frustrations. Mais ils se détruisent eux-mêmes, comme tu as su bien le dire. Parce qu'aujourd'hui, parce que faut pas oublier que eux tous dans leur combat, s'il faut appeler ça comme ça, certains parmi eux viennent de très loin au niveau de leur jeunesse, certains étaient justement UGC, PCT dans leur jeunesse, mais eux tous, lorsqu'ils étaient dans leur combat, ils avaient des enfants, et tous ont évolué. Mais aujourd'hui, certains dirigeants, c'est leurs enfants qui gèrent, mais les autres dirigeants, que sont devenus leurs enfants? Donc ils vont constater une certaine frustration, sachant que non, nous tous avons eu des enfants, mais nos enfants aujourd'hui ne sont pas ministres, nos enfants ne sont pas députés, nos enfants ne sont pas dans les affaires, nos enfants sont en train de trimer. Donc ça va créer des injustices au sein de leur propre pouvoir eux-mêmes. Parce qu'ils ne comprennent pas que justement, cette manière de faire, c'est une autodestruction. Ils sont dans une autodestruction qui est programmée. Malheureusement, c'est ça la réalité. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des générations, mais c'est une autodestruction programmée parce qu'ils sont dans l'injustice. Ils sont dans cette idée de s'accaparer du pouvoir. Mais quand vous accaparez du pouvoir, ce n'est pas un bien familial. C'est un État. Et dans un État, il y a plusieurs opinions, il y a plusieurs divergences. Mais il faut donc plutôt essayer de comprendre ces divergences-là et accepter justement la différence. La force, c'est ça. Accepter la différence fait grandir un État. Mais repousser la différence créerait des frustrations. Et je crois qu'au Congo, ces frustrations sont en train d'être créées progressivement parce que nous constatons par cette gestion qui est clanique, cette gestion qui est familiale, cette gestion qui offuse, qui emprisonne et qui ça. Mais ce n'est pas une bonne chose. Et nous le rappelons haut et fort que vous êtes à l'origine de beaucoup de frustrations. Et cette frustration-là emmènera votre déclin un jour parce que cela ne peut pas apporter de satisfaction. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de contradiction. Toute décision que vous prenez, vous ne voulez pas qu'il y ait de contradiction, mais à ce moment-là, nous ne sommes pas, les colonies ne sont pas le sujet d'un dieu. Ils sont sujets des hommes. Et donc les hommes ont besoin d'être débattus, d'être combattus dans la réflexion. C'est ça qui fait partie justement de la vie humaine. Lorsque certains refusent cela, refusent le débat, refusent de donner la place à d'autres aussi qui aspirent, comme on regarde certains députés qui aussi veulent aspirer, mais quand c'est les mêmes qui reviennent, c'est des frustrations qui à long terme pourront coûter très cher. Voilà un peu, maître, ce que je tenais à dire ce soir sur notre entretien. Oui, mais moi je veux conclure seulement pour dire que bon, Sassou nous a tous trompés en instaurant la culture de la terreur et du mensonge en comparaison au dérapage du régime de Pascal Lissouba. En réalité, Sassou est pour la démocratie illibérale, c'est-à-dire qu'il n'est pas, je ne sais pas comment le qualifier, il a toujours agi pour le pouvoir illimité d'une majorité politique, régionale, ethnique et clanique. Donc, qui se traduit par un appel constant au peuple et par la mise en scène, par exemple, du fantasme d'une majorité toute puissante issue du Parti congolais du travail et de sa jeunesse. Et comme tu as su bien le dire, aujourd'hui, placer les enfants, leur progéniture, au niveau des instances dirigeantes du pays, que ce soit au Parlement, au gouvernement ou dans les entreprises, mais
ça c'est créer des frustrations, ça c'est également créer leur propre tombe. Parce que demain, il y aura une révolution au Congo. Ils risquent de tout perdre. Il n'y aura même pas de clémence. On a vu dans d'autres pays, quand il y a la révolution, tout change. Alors ils pensent que le pays va rester toujours comme ça. Non. Non, c'est malheureux quand nous voyons ce genre de situation. Donc, moi, sincèrement, je le dis, et nous avons tous le droit de combattre cette culture de la terreur, de combattre cette culture du mensonge. On ne peut pas tolérer les suppôts du pouvoir criminel, non. Parce que ce suppôt du pouvoir criminel est à l'origine des graves violations des droits de l'homme. À savoir les assassinats, les enlèvements, les disparitions, l'insécurité, les violations de domicile, les emprisonnements arbitraires, les enlèvements, je ne sais pas. Bon, il faut dire que il y a à cela aussi cette discrimination ethnique et régionale qui n'assure pas l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Et tout ça, nous devons les revendiquer parce que nous sommes là en tant qu'activistes des droits de l'homme. En tant qu'éléments de la société civile, nous devons faire ce travail au niveau justement de la population. Parce que la population trouve que c'est normal et tout, bon, vague à leurs occupations, les conditions dans lesquelles ils sont, aucune revendication. On a vu la mort de Paco, même son parti n'a même pas osé, ne fût-ce que faire une marche pour demander la lumière. Mais c'est pas croyable. Quel est ce pays-là, hein? Vous avez un leader qui est mort dans des conditions tout à fait bizarres. Vous ne cherchez même pas à faire la lumière, vous allez aux élections. Voilà, c'est tout ça aussi parce que vous voyez la réalité du pouvoir est là. Bon, mais nous n'acceptons pas cette réalité. En tout cas, si c'est possible, tu conclus. Puis l'antenne en tout cas, elle est ouverte. De temps en temps, merci, c'était un plaisir encore une fois de discuter avec toi. Merci pour ton historique. Je crois que tu es un pionnier important dans l'historique de la République et de tes arguments, de ta vérité. Je sais le combat que tu mènes aussi concerne les droits de l'homme depuis de longues années. Et donc c'est formidable. Je pense que les gens comme toi, les gens comme Maître Malonga que nous avons connu et que tu sais très bien comment nous étions dans cette liberté de toujours que nous pensons, et donc paix à son âme également. Une pensée pour lui aujourd'hui, mais aussi je tiens à rappeler que la liberté au Congo commencera par chacun de nous. Nous avons tous la responsabilité d'un pays qui nous appartient tous, où nous avons tous le devoir de nous battre et de laisser derrière nous une image, décider à nous un travail fait pour l'égalité. Le combat n'a jamais été personnel, c'est un combat pour nous tous, de bien pour nous tous. Lorsque nous demandons les hôpitaux ne soignent pas une seule personne, ils soignent nous tous. Lorsque nous demandons qu'il y ait amélioration des conditions, la liberté des gens et tout ça, c'est pour un bien-être commun. Et espérons simplement que ceux qui écoutent le message comprennent que c'est un bien commun et qu'il faut obligatoirement arriver à comprendre que l'avenir de la République passera par des concertations, par des dialogues, par le fait d'accepter d'être tolérant, la tolérance de d'autres idées, la tolérance d'autres conceptions. Nous devons nous parler, tout en sachant que nous ne pensons pas les choses de la même manière. Mais se parler, c'est pas se faire du mal, c'est pas se dire que lorsque nous parlons, nous avons d'autres idées, cela devrait vous pousser certains à emprisonner d'autres ou à empêcher d'autres de s'exprimer au défaut de lui. Cela est une manière pas normale que nous refusons et nous refuserons toujours. Et je tiens simplement à rappeler que finalement, mettre aussi bien toi et d'autres, nous à Brazzaville et d'autres ailleurs, nos vies ont très peu d'importance. Mandela n'est plus là, son combat a servi aux autres. Donc ce que nous faisons, c'est pas nos vies n'ont pas d'importance, c'est le combat que nous défendons, ce sont les valeurs que nous défendons qui resteront. Bien après nous serons passés depuis très longtemps, mais le combat de l'égalité restera, la vérité restera la vérité. Que ça soit qu'elle vienne de moi ou qu'elle vienne de toi ou qu'elle vienne d'autres, la vérité fait sa propre défense. Et donc notre combat continuera et nos vies s'arrêteront. C'est une façon de dire que nous nous oublions pour l'intérêt d'un Congo qui pour nous doit rester prospère pour tous. Voilà mon dernier mot, maître. Merci. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. On va mettre le générique. Donc, voilà, c'est bon. Plaisir. Allez,
À bientôt, mon cher Joe. Merci, bon, maître. Forum FM 105.8. Oh, Maurice, génial. C'est génie. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, présente les échos de la force publique. Dans le cadre du statut et les échos de la force publique, Maître Maurice Massingo-Thiassé vous présente, par la voix d'Ingrid Flora, les recommandations des Nations Unies en vue de respecter les normes internationales relatives aux droits de l'homme. Chaque État est tenu d'incorporer ces différentes normes destinées aux agents de l'application des lois. Ces normes concernent, premièrement, la conduite éthique et légale de la force de l'ordre. Deuxièmement, la mission de la police dans les démocraties. Troisièmement, la mission de la police dans la communauté. Quatrièmement, le commandement et direction de la police. Cinquièmement, enquête de police. Sixièmement, quelles sont les procédures à suivre pendant l'arrestation et après. Septièmement, comment les agents de la force publique doivent assurer les droits des détenus. Huitièmement, comment les responsables et supérieurs hiérarchiques doivent prévenir les violations des droits de l'homme commises par la police. Neuvièmement, les droits de l'homme des victimes. Dixièmement, comment les agents de la force publique doivent d'une part favoriser les droits fondamentaux des femmes et d'autre part protéger les mineurs. Onzièmement, quelles sont les mesures à prendre en cas de troubles civils, état d'exception et conflits armés. Le point 12, consacré à la mission de la force publique en cas de troubles civils. 13e point, est consacré à la mission de la force publique en cas de proclamation d'un état d'exception. Le point 14, consacré à la mission de la force publique en cas de conflit armé. Le point 15, les normes consacrées au recours à la force et à l'utilisation des armes à feu. Le point 16, concernant les normes applicables aux réfugiés. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM. Forum FM 105.8. Moi, j'aime. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Ne quittez pas. Forum FM, Forum FM, Forum FM. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas.
Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Forum FM. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Forum FM 105.8. Moi j'aime. Forum FM 105.8. Oh Maurice, ce génial. C'est Jimmy.